En Caroline du Sud, une ancienne piste ravagée pendant la guerre de Sécession est devenue un parc public célèbre, le Magnolia Garden. Autant n'en a pas emporté le vent. Tout le monde ne peut pas avoir des magnolias. Il faut un parc ou un grand jardin. Le magnolia soulangeana est un bel arbuste. Quant au grandiflora, c'est un arbre énorme, avec de grosses fleurs isolées, perdues dans les feuilles. La fleur du magnolia est une des plus anciennes fleurs connues, l'une des plus primitives. C'est un intermédiaire entre la très archaïque pomme de pin et une fleur moderne. Une simple prolongation de la tige portant des feuilles transformées en pièces colorées. Mais à part cet effort de séduction, le magnolia n'a guère fait mieux que les conifères pour protéger ses organes femelles. Comme eux, il les expose imprudemment sur un cône dressé au centre de la fleur, à la merci de n'importe quel danger. Les premières fleurs devaient être de ce type, robustes, solitaires, au bout d'un solide rameau. En fait, par leur puissance, elles inhibaient totalement les bourgeons placés sous elles, qu'elles empêchaient d'éclore. À partir de ce prototype rustique, en 100 millions d'années, la nature s'est appliquée à perfectionner les fleurs, à protéger toujours mieux leurs ovaires, à les miniaturiser et finalement à les socialiser. D'abord, la plante commence par rendre sa fleur plus petite. Du coup, cette fleur miniaturisée cesse d'exercer sa domination sur le rameau qui la porte et sur les autres boutons, jusqu'alors maintenus dans l'incapacité d'éclore par les grosses fleurs tyranniques qui les dominaient. C'est la revanche des opprimés qui s'empressent de saisir la parcelle du pouvoir disponible. À la grosse fleur unique se substitue un ensemble plus ou moins dense de petites fleurs appelées inflorescences. C'est ainsi que l'évolution des fleurs nous fait penser à l'avènement progressif des démocraties. Partie, il y a 100 millions d'années, de la grosse fleur solitaire, unique et tyrannique au bout d'un solide rameau, elle en est arrivée à former des communautés de fleurs au bout d'une tige modeste. Ainsi, comme dans l'épi, des gouvernements floraux, entre guillemets, se sont installés très démocratiquement à l'extrémité des rameaux et des tiges. Pour s'associer dans un épi de blé, les fleurs se sont simplifiées au point de perdre leurs pétales. Ce passage des grandes fleurs primitives et solitaires, type magnolia, nénuphar, lotus, anémone, aux petites fleurs multiples socialisées, c'est la loi d'évolution quasi générale. Et pourtant, l'évolution semble parfois revenir en arrière. En France, à Gérardmer, au printemps, la fête des jonquilles. La jonquille. Voici une fleur moderne, et qui est pourtant tout l'inverse des mini-fleurs associées en inflorescence. C'est au contraire une belle fleur solitaire à l'extrémité d'une tige. On dirait que la nature ne sait pas ce qu'elle veut. La voici, des dizaines de millions d'années après le magnolia, qui renonce à miniaturiser et socialiser les fleurs, et se met à créer de nouveau des grosses fleurs simples. Apparemment, l'évolution revient en arrière.
mais apparemment seulement. Elle revient à une grosse fleur unique, mais en lui conservant les avantages acquis entre-temps par la science végétale. Où sont les ovaires de la jonquille? Sous la fleur, bien protégés dans une chambre à part. Plus rien à voir avec les ovaires exposés à tous les dangers de la fleur de Magnolia. C'est encore plus évident pour les futurs enfants du narcisse. La nurserie est très loin sous la fleur, comme enfouie dans son ventre. Ces grosses fleurs modernes, aux ovaires protégés, comme encore la tulipe ou le lys, sont des exceptions à la loi générale qui va dans le sens de la miniaturisation et de la multiplication des fleurs. Le marais du Poitou, en France, avec ses canaux encore empruntés par les paysans. Voici l'un des records de miniaturisation des plantes à fleurs, la lentille d'eau. Cette plante, qui colonise les eaux calmes, ne dépasse pas 2 ou 3 mm. C'est tout juste une feuille, avec une minuscule racine, qui flotte à la surface. Et pourtant, la lentille d'eau est encore géante à côté de la plus petite plante à fleurs du monde. C'est le Wolffia. Lui aussi flotte à la surface de certaines eaux calmes. Voici des Wolffias au milieu de lentilles d'eau, comparées à une tête d'allumette et à une tête d'épingle. La plante tout entière ne mesure pas un demi-millimètre. N'ayant ni tige ni racine, elle a une fleur quasi invisible, mais peut aussi se reproduire par bourgeonnement. Bien entendu, plus les fleurs se simplifient et se miniaturisent, plus elles ont tendance à se regrouper, l'union faisant la force. Ainsi, la carotte, que nous disons sauvage, porte des fleurs tout à fait sociales. Ce napperon de dentelle n'est pas une fleur, c'est une inflorescence, c'est-à-dire une association de petites fleurs. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles se sont regroupées pour vivre selon le principe qui régit toute société depuis que le monde est monde, c'est-à-dire le principe de la division du travail. C'est une loi apparue bien avant l'homme, en fait, dès les premiers êtres vivants, dans la mer.
Les tout premiers êtres, tout à fait primitifs, nés dans les océans, ne possédaient qu'une cellule, au contenu diffus. On ne peut pas dire qu'il s'y passait grand-chose. Puis, durant 2 milliards d'années, ils se perfectionnèrent jusqu'à former les cellules modernes, celles que nous connaissons. Or, dans cet être vivant microscopique qu'est une cellule, commence déjà la vie en société. La membrane filtre les aliments. C'est la douane. Le noyau possède dans ses chromosomes tout le programme de la petite usine cellulaire. C'est l'ordinateur central. Les ribosomes synthétisant la matière vivante dont la cellule a besoin pour se construire, ce sont les ateliers de production. Les mitochondries rechargent sans cesse les batteries, ce sont les générateurs d'énergie. Les vacuoles stockent les réserves, ce sont les magasins. Quant à l'ergatoplasme, il détoxique et élimine les déchets comme le fait le foie dans l'organisme, c'est la station d'épuration de l'usine. Voilà donc déjà pour une simple cellule. Mais à mesure que la vie se développe sur la Terre, voici que les cellules à leur tour se socialisent. On passe des êtres monocellulaires aux êtres pluricellulaires. Des tissus, des organes se forment. Chez les plantes, des racines, des tiges, des feuilles. Chez les animaux, un cerveau, un cœur, un rein, un foie, chaque organe devenant à son tour spécialisé au profit du corps social. Eh bien, chez les fleurs, on constate la même aventure. Disons qu'une fleur simple, primitive, du style magnolia ou lotus, c'est un organe qui vit comme tous les primitifs, en autarcie, se débrouillant tout seul pour attirer les insectes, se reproduire, etc. Un peu comme ces paysans qui devaient savoir tout faire par eux-mêmes. Le magnolia ou le lotus, c'est l'homme d'hier. Mais quand la nature passe de la fleur simple à l'inflorescence, elle passe de la société rurale au monde urbain et industriel. Alors, plus de place pour la polyvalence. Le mot d'ordre, c'est la spécialisation. Que font les inflorescences? Elles redistribuent le travail entre les fleurs. Par exemple, sur l'inflorescence de la carotte sauvage, ou de sa grande sœur de la famille des ombellifères, la grande berce, les fleurs les plus externes, les mieux placées pour faire des signaux aux insectes, ont des pétales plus grands que les autres. Généralement d'ailleurs, ces racoleuses périphériques laissent avorter leurs organes de reproduction. Elles n'ont plus qu'une chose à faire, attirer l'attention des insectes pollinisateurs, mais plus pour leur propre compte. Pour le compte de leurs sœurs associées, les fleurs du centre de l'inflorescence, moins belles, moins bien placées pour attirer le client, mais restant fécondables. L'inflorescence est donc un progrès technique et social. La principauté de Monaco. Un exemple de concentration urbaine dans un minimum d'espace. Nous allons voir l'équivalent dans le monde végétal. Le voici. C'est le capitule. C'est tout récent, mis au point par la nature il y a 30 millions d'années seulement. En botanique, c'était hier matin. Un capitule, c'est une inflorescence que la nature a remise en chantier pour la miniaturiser et la reconcentrer encore davantage. L'astuce géniale, c'est que le résultat ressemble de nouveau à une fleur simple. Une marguerite n'est pas une fleur, c'est une république de fleurs minuscules, avec tout autour des fleurs externes qui forment la ronde autour des autres en imitant des pétales à s'y méprendre pour séduire les insectes. Quand nous croyons arracher des pétales en disant « je t'aime un peu, beaucoup, passionnément », nous arrachons des fleurs qui ont fait vœu de séduction en même temps que de chasteté, au profit de la centaine de petites fleurs jaunes du tapis central. Chacun de ces tubes minuscules est une fleur qui a réduit sa corolle à l'extrême tout en miniaturisant ses organes de reproduction. Ce sont des mères de famille qui n'ont plus besoin de séduire pour attirer les insectes pollinisateurs puisque les autres déguisés en pétales s'en chargent pour elles. Les inflorescences qui bénéficient comme la marguerite de cette super socialisation forment la famille des composés. Pas étonnant qu'elle soit devenue la première famille du règne végétal, la plus vaste des plantes à fleurs. Ici, les gazanias.
les matricaires et les camomilles, les soucis, les pâquerettes, les chardons, les centaurées, etc. Toutes ces fleurs pratiquent le staccanovisme, la pollinisation à la chaîne. Un seul insecte, au cours d'une visite, piétine et pollinise d'un seul coup un grand nombre de fleurs minuscules. Et voici qui va vous étonner. Il arrive que ces petites fleurs associées dans un capitule fassent preuve individuellement d'une extraordinaire capacité d'initiative. Regardez bien. Sur chacun des capitules de la centaurée cohabitent des petites fleurs tubulaires dont chacune porte les deux sexes, mâle et femelle. À mesure qu'elle est piétinée, chacune des petites fleurs réagit en faisant jaillir des petites boules de pollen par le haut. Une véritable émission de semences mâles, comme le ferait un animal. L'explication est stupéfiante. Chaque tube mâle est une sorte de cylindre contenant le pollen. Ce cylindre est mobile et peut se déplacer le long d'un axe central qui n'est autre que l'organe femelle. Et ce qui fait réagir le cylindre, ce sont 5 petits filaments tendus à la base. À peine effleurés par la patte de l'insecte, ils se rétrécissent et rabaissent le cylindre, ce qui fait jaillir le pollen au sommet pour le coller au ventre du visiteur. Et pour que la patte de l'insecte ne rate pas les filaments, leur surface de stimulation est augmentée par des poils minuscules, hypersensibles. La nature, bien entendu, s'est essayée à créer quelques composés géantes. Voici, sur les hauts plateaux de Colombie, l'Espelecia, homologue des sénessons africains. Dans les Alpes d'Europe, en voici une autre. La Carlinacole, une sorte de chardon géant, aplati, sans queue, souvent cloué sur la porte des bergeries, comme porte-bonheur. Quant au tournesol, son capitule est une petite ville. Plus d'1 millier de petites fleurs y cohabitent. Une société urbaine, parfaite, où chaque fleur reçoit sa juste part de nourriture par la racine. Aucune n'essaie de dépasser sa voisine pour mieux séduire l'insecte, puisque cette tâche est dévolue aux fleurs externes en forme de pétales. Résultat, chacune d'entre elles enfantera l'un de ces fruits secs que les enfants américains adorent croquer et dont on fabrique de l'huile. Alors, avec les capitules géants, on pourrait penser que la nature nous montre le chemin du gigantisme. Eh bien, au contraire. La nature évite soigneusement d'en arriver à des ensembles monstrueux. Elle s'empresse d'imposer au capitule ce qu'elle a imposé à la grosse fleur du magnolia. Elle le miniaturise et le socialise à son tour. Et cela donne, par exemple, comme ici à Belle-Île-en-Mer, dans l'Atlantique, le cinéraire maritime, comme une association de mini-tournesols. Une méthode encore plus simple pour la nature
consiste à réduire le nombre de fleurs de chaque capitule. En ce domaine, l'échinops ou faux chardon bat tous les records. Chacun de ces capitules, dont l'ensemble forme cette grosse boule piquante, est tellement réduit, miniaturisé, qu'il ne contient plus qu'une seule fleur. C'est vraiment l'évolution en spirale. Mais l'exemple le plus parfait de la mégapole réduite, c'est l'Edelweiss. On y voit très nettement, de près, les capitules arrondis, dont chacun est en somme un quartier de fleurs, le tout entouré de feuilles transformées qui se font duveteuses et argentées pour simuler des pétales, de façon à ce que l'ensemble de loin simule pour l'insecte une fleur simple. Et pourtant, il s'agit d'une inflorescence de capitules, en somme d'une incapitulescence. Ainsi, l'attachement sentimental que les Suisses et tous les montagnards avec eux portent à l'Edelweiss s'adresse en vérité à l'organisation la plus élevée dans la hiérarchie végétale. Un Edelweiss, comme la Suisse, c'est une fédération de cantons, ou, si l'on veut, c'est l'ensemble urbain le plus miniaturisé, le plus moderne du monde végétal. Car le processus évolutif qui conduit de la fleur simple à l'Edelweiss évoque par exemple l'histoire de Paris. Au départ, la cabane d'un Gaulois, la fleur simple. Puis, une agglomération modeste, un village, l'inflorescence. Et, à peu de distance, d'autres villages, d'autres inflorescences, Saint-Germain, Montmartre. Au fur et à mesure que le noyau initial s'étend, les villages deviennent des quartiers. Autour s'édifient des lignes successives de remparts, chaque siècle repoussé plus loin, qui enserrent les urbanescences, comme les pièces de l'Edelweiss le font de l'incapitulescence. La différence est que la nature réussit la même chose en miniaturisant Paris à la dimension de la cabane d'origine. Elle y met 100 millions d'années, mais elle y parvient. C'est l'Edelweiss. Et l'on peut se demander si nos mégapoles ne seront pas un jour ramenées à de plus justes dimensions. Rome comptait 1 million d'habitants sous Auguste. Elle n'en avait plus que 30 000 à la fin du 5e siècle. La nature élimine les structures monstrueuses qui finissent par ne plus être adaptées à l'évolution. C'est ainsi que disparurent les dinosaures, par exemple. Combien d'habitants à Paris, Tokyo, Los Angeles, en l'an 2980 ? Tout dépendra de notre sagesse et de notre aptitude à comprendre le vrai langage des fleurs.